Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cyril Var, exécutif vice-président de Faber Novel, et je suis en charge d'introduire cette conférence ouverte sur le futur de la santé, organisée par Faber Novel et avec quelques invités de prestige que je laisserai Pierre présenter tout à l'heure. Un petit mot d'introduction rapide à cette conférence. Donc, bienvenue chez Faber Novel, même si malheureusement, comme vous le savez, en ce moment, c'est compliqué de vous recevoir sur place. Je suis heureux de voir qu'on a rempli une salle de 84 personnes et qui continue à se remplir pendant que je parle. Et je voulais juste vous donner quelques mots sur pourquoi est-ce que ce sujet du futur de la santé, au-delà des évidences, est quelque chose qui, chez Faber Novel, nous concerne forcément. Chez Faber Novel, on est concerné dès qu'il s'agit d'innovation, dès qu'il s'agit de technologie, dès qu'il s'agit d'aider les gens au quotidien par l'innovation. Et on essaie d'accompagner beaucoup d'organisations là-dedans. Et ce sujet de la santé, pour pas enfoncer de porte ouverte, parce qu'en ce moment, on sait que c'est un sujet lourd et compliqué sur plein d'aspects, ce sujet de la santé, je pense que je voulais l'introduire en vous encourageant à aller sur le New York Times. Et sur le New York Times, j'ai lu il n'y a pas longtemps un article gratuit, il y en a quelques-uns, de Noah Hariri, donc l'auteur de Sapiens, ouvrage bien connu, et qui fait une réflexion toute bête. C'est en ce moment, le sujet de la santé est peut-être un peu anxiogène, mais je crois qu'il est porteur d'énormément de progrès. Si vous regardez la différence entre la gestion, aussi cruelle que ce soit de le dire en ce moment, tous un peu confinés, des dernières épidémies du début du siècle et de celles qu'on a aujourd'hui, la médecine a fait des progrès extraordinaires. On a trouvé un vaccin, un virus inconnu en un peu plus d'un an et on est déjà en train de le mettre en œuvre. Alors certes, on peut gloser sur l'efficacité, et c'est ce qu'il dit, des décisions qui ont été prises, mais s'il y a une chose qui est certaine et qui est hyper encourageante, c'est que cette pandémie qui aurait probablement coûté des pourcentages d'humanité il y a encore 100 ans, aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine en général, et on va parler de où elle va, où elle veut aller, et je pense que c'est un futur qui sera hyper positif et extrêmement sain pour tout le monde, et pour aller dans ce futur, effectivement, on partait de loin, si on se rappelle d'il y a 200 ans, et on arrive aujourd'hui à une époque où on est capable de faire des choses formidables, et où en plus les technologies les amplifient. Et pour commenter tout ça, je vais laisser parler de vrais experts, parce que moi, je lis Sapiens et j'essaie de comprendre. Mais Pierre et nos trois invités, je pense, sont un peu plus trapus que moi sur le sujet, et je vous souhaite une excellente conférence ouverte. Merci beaucoup Cyril pour ces mots d'introduction. Je suis Pierre Boulier, Senior Project Manager chez Faber Novel, chargé de plusieurs missions pour des acteurs santé, des laboratoires pharmaceutiques, et je suis ravi de voir plusieurs de nos clients dans l'audience. Et je suis absolument enchanté de vous accueillir. Et aujourd'hui, je suis avec Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Enchantée, je suis Elisa Rimbano, je suis Senior Project Analyst chez Faber Novel. Je travaille principalement sur des sujets de stratégie et de conception de nouvelles offres et nouveaux services pour tout type de secteur, mais notamment pour le secteur de la santé. Et donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler du futur de cette industrie passionnante. Alors, avant toute chose, si vous avez des questions lors de l'événement, n'hésitez pas à utiliser le module questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Nous prendrons 15 minutes à la fin de l'événement pour y répondre. Et donc, sans plus attendre, nous pouvons commencer l'événement. Donc, comme vous le savez tous, l'année 2020 a été quelque peu particulière. Et dans ce contexte bousculé depuis mars dernier, il nous paraissait nécessaire de prendre du recul. Prendre du recul d'abord sur les usages des patients, donc de nous tous finalement, en matière de compréhension de sa pathologie, en matière de relation avec son médecin, de suivi de sa maladie et de sa qualité de vie dans le temps, mais aussi des usages des professionnels de santé en matière de prise de décision thérapeutique, de suivi de son patient à distance ou encore d'éducation médicale. Des usages qui, depuis quelques années, évoluent et se digitalisent de plus en plus vite et ont été d'autant plus bousculés et accélérés par la crise sanitaire. Prendre du recul sur les usages donc, mais prendre du recul aussi sur le système de santé dont il faut résolument assurer la pérennité, alors que la pression démographique s'accroît avec une population mondiale croissante et vieillissante, et alors que des pandémies semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui, se reproduiront certainement à l'avenir. Et donc, dans ce contexte particulièrement mouvant et complexe, nous assistons à de profondes transformations dans le secteur de la santé depuis quelques années. De nouveaux acteurs investissent le marché.
et propose et opère de nouveaux services à destination des patients et des professionnels de santé, en s'appuyant sur des technologies comme l'intelligence artificielle, les objets connectés ou encore la médecine génomique. On l'a vu en 2020, les investissements de fonds en venture capital dans les startups santé ont atteint 14 milliards de dollars, ce qui est plus du double de ce qui avait été investi en 2019. Et donc, ce record montre bien la dynamique très forte qui existe dans le secteur de la santé. Et donc, startups, des géants du numérique s'attaquent chaque année à de plus en plus de besoins patients et professionnels de santé, à l'instar de la pépite française Doctolib qui, partie de la simple prise de rendez-vous, s'est désormais étendue à la téléconsultation et a lancé il y a très peu une suite d'outils métiers complètes à destination des professionnels de santé, au risque d'ailleurs d'intermédier des acteurs historiques comme les laboratoires pharmaceutiques par exemple dans leurs relations promotionnelles avec les médecins. Acteurs historiques qui eux aussi se transforment profondément, qui cherchent véritablement à se différencier et à créer de la valeur pour les patients, pour les professionnels de santé et pour le système de santé au sens large, en se saisissant notamment des enjeux du numérique. Et donc, cela nous fait nous poser beaucoup de questions, questions auxquelles nous vous proposons d'échanger, autour desquelles nous vous proposons d'échanger aujourd'hui. Quels sont les nouveaux usages des patients et des professionnels de santé dans ce contexte bousculé? Comment créer des expériences différenciantes et créatrices de valeur pour ces patients et ces professionnels de santé? Mais aussi comment se positionner au sein de cet écosystème d'acteurs complexes et comment participer à innover et à rendre le système de santé plus résilient et plus pérenne. Donc, ça nous fait pas mal de questions pour aujourd'hui, Pierre. C'est ça. Pas mal de questions, effectivement, Elisa. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Et en effet, ces questions et ces éléments qui sont particulièrement marquants pour nous, ils nous ont évidemment donné envie de tous vous réunir aujourd'hui. C'est aussi des éléments et des questions sur lesquelles on travaille depuis plusieurs années avec des acteurs santé, des laboratoires pharmaceutiques, à 3 égards principaux. Le premier, en identifiant et en analysant des opportunités stratégiques pour ces acteurs santé, ces laboratoires pharmaceutiques. Le second, en les traduisant en des projets, d'abord en engageant et en formant leurs organisations, leur leadership à comprendre et à s'engager autour de ces opportunités, et puis ensuite en définissant et en concevant les bons dispositifs pour y répondre. Et enfin, à un troisième égard, en les développant des MVP, en les développant technologiquement, en les testant et en itérant avec des professionnels de santé et des patients. Sans plus attendre, je suis donc ravi de vous introduire à nos 3 speakers aujourd'hui dont on a la chance de les recevoir. Je vais commencer par Anne Philippot, tu es Executive Director Customer Experience Digital et Innovation et également membre du comité de direction de Roche France. Après avoir travaillé dans le secteur des télécoms, des transports, et désormais en charge de la transformation digitale de Roche avec une approche qui est particulièrement, et on va le voir, centrée patient, professionnel de santé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Anne. Ensuite, Thibaut Guimard. Alors, Thibaut Guimard, tu es Chief Innovation Officer de Biogen Healthcare Solutions. Ce qu'il faut savoir, Thibaut, c'est que tu étais le premier employé de l'aventure BHS qui a été lancée en 2018 pour créer des solutions digitales répondant aux besoins des professionnels de santé et des patients dans le domaine des neurosciences. Vous êtes aujourd'hui plus de 45 sur le marché avec 2 services qui ont été lancés dans plus de 10 pays et puis tout un tas de projets et de nouveaux projets dans votre pipeline d'innovation. Merci, Thibaut, d'être avec nous. Et enfin, Céline Chevrier. Donc, Céline, tu es directrice du Centre d'excellence digitale et data de Janssen France. Le CEDD, comme on l'appelle, c'est une équipe de plus de 20 collaborateurs qui œuvrent depuis également fin 2018 sur des chantiers stratégiques pour le groupe Janssen, tels que la transformation digitale de l'organisation, l'évolution de la relation client ou encore l'open innovation en générant des nouveaux partenariats. On est absolument ravis de t'avoir avec nous. Et ça tombe bien, Céline, j'ai une première question à te poser. Tu vas ouvrir cette conversation avec vraiment le sujet clé qui nous réunit aujourd'hui. On aimerait commencer par cette question centrale. Selon toi, ça veut dire quoi la centricité patient et professionnelle de santé en 2021 et surtout comment on s'adapte aux nouveaux usages de ces patients et de ces professionnels de santé? Quelles solutions finalement on y apporte? Merci Pierre, bonjour à tous. Je crois que dans ta question, finalement, l'enjeu clé, c'est d'abord de bien comprendre aujourd'hui, lorsqu'on parle de centricité client, que ça soit patient ou professionnel de santé, qu'en fait, il est question de leur accompagnement et que c'est leur accompagnement qui est en jeu. Aujourd'hui, on est dans une approche plutôt holistique de la santé où le médicament n'est qu'un seul élément dans le parcours de soins.
On a trop longtemps mis de côté l'impact sur l'organisation du parcours de soins, la qualité de vie, la gestion des effets secondaires, et puis surtout l'impact sur le bien-être psychologique des patients. Alors les patients, que nous sommes tous, nos proches, on est de plus en plus exigeants et les patients sont de plus en plus volontaires pour reprendre le contrôle sur le parcours de soins. On a très longtemps parlé d'une relation entre les patients et les professionnels de santé très paternaliste, et on est vraiment en train de passer vers une relation beaucoup plus partenariale sur nos enjeux actuels. Et on le voit vraiment au quotidien. On reprend tous le contrôle sur le suivi de nos données de santé grâce aux devices connectés. On suit notre nombre de pas, on suit notre sommeil, la qualité de notre sommeil et la qualité des exercices physiques qu'on peut faire grâce aux applications de suivi de santé et nos smartphones en particulier. Il est vraiment important, je pense, de comprendre que les professionnels de santé aujourd'hui, ils attendent des nouvelles solutions digitales et services qui leur permettront de choisir les traitements les plus adaptés pour leurs patients, mais surtout de passer plus de temps avec leurs patients, de mieux les suivre, d'avoir un temps temps dédié aux patients beaucoup plus qualitatif et de comprendre leurs problématiques quotidiennes beaucoup plus finement. Quelques chiffres que j'aime bien énoncer, que je trouve assez parlants, c'est que même au niveau des professionnels de santé, 80% des professionnels de santé disent que leur activité affecte leur qualité de vie privée et souhaitent accéder à une meilleure qualité de vie. L'engagement qu'ils ont auprès des professionnels de santé prennent de plus en plus de place et impacte leur qualité de vie privée. Seulement, dans l'activité professionnelle, seulement 27% du temps réel des médecins est finalement dédié aux patients. 27%, c'est très peu. Et du coup, quand on prend la globalité en Europe, je ne sais pas les chiffres pour la France, mais en tout cas en Europe, 85% d'entre eux déclarent que les solutions digitales doivent les aider à passer plus de temps, et surtout un temps beaucoup plus qualitatif avec leurs patients. Alors, on l'a vu, et particulièrement, je pense, avec la crise Covid, en matière de parcours, que ce soit pour les patients ou les professionnels de santé, les usages n'étaient pas forcément là où on les avait prédits en mars dernier. Et on peut vraiment se poser la question aujourd'hui de l'organisation de notre système de soins, du suivi des patients à distance, les patients qui n'ont pas pu ou pas voulu se faire opérer pendant la période, ou encore, on le voit et on y travaille particulièrement chez Janssen, l'isolement ou l'impact psychologique de certains patients. Du coup, pour répondre à ta question, je pense que il est fondamental pour nous, laboratoires, de vraiment continuer à se réinventer, à challenger la manière dont on interagit avec les professionnels de santé et de servir les patients. C'est vraiment la mission fondamentale qu'on a au Centre d'excellence chez Janssen, c'est comment on interagit de manière plus qualitative avec les professionnels de santé également et aller chercher de la création de valeur. On doit vraiment avoir un engagement réel, sociétal, face à nos innovations, parcours de soins, et basculer d'une logique assez historique de promotion du médicament. Alors, on a déjà amorcé cette bascule, mais une logique de promotion du médicament vers une démarche beaucoup plus collaborative d'information, de services, intégrant beaucoup plus de relationnel. Et je crois qu'on est tous dans cette ambition aujourd'hui dans les laboratoires de faire gagner du temps aux professionnels de santé et d'impacter positivement le parcours de soins des patients. Merci beaucoup Céline pour cette première réponse, et effectivement cette ambition, ce changement un peu de paradigme, cette approche de plus en plus partenariale dont tu parles, comment elle se traduit pour vous chez Janssen? En fait, comment tu impulses un modèle organisationnel un petit peu différent qui va répondre à tous les usages qui changent et ces enjeux que tu mentionnes? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comme tu l'as mentionné, effectivement, depuis janvier 2019, on a le Centre d'excellence digitale et data, et on a vraiment plusieurs enjeux stratégiques. D'abord, il y a une problématique culturelle. On travaille fortement à l'acculturation. Chez Janssen, on anime depuis plus de 5 ans un programme qui est appelé Vox Digitali pour chacun des collaborateurs. CH Terrain, qui a démarré au niveau de la leadership team et qui s'est vraiment étendu sur l'ensemble des collaborateurs, afin de vraiment leur faire comprendre nos enjeux stratégiques, nos priorités en matière d'innovation pour nos clients, nos patients, mais aussi développer, je pense, un socle commun, un langage commun, et puis surtout les accompagner dans la montée en compétences digitales, ces compétences qui sont clés pour l'avenir de leur métier et de nos métiers. Le deuxième axe, c'est l'excellence opérationnelle. C'est comment on travaille autour de la customer intelligence, de faire avancer nos pratiques en matière d'automatisation, de collecte de données, d'exploitation de données. On travaille sur vraiment ce qu'on appelle le digital empowerment et ces concepts de démocratisation de la donnée
et ce qui nous pousse aujourd'hui à beaucoup mieux comprendre nos clients, à trouver les meilleurs moyens d'interagir avec eux, et surtout comment on peut insuffler l'adoption de nouvelles méthodes agiles et de mécanismes pour des prises de décision beaucoup plus rapides et qui nous permettent de prioriser nos efforts et surtout de se focaliser sur la création de valeur pour les patients et les professionnels de santé. Et sur ces deux aspects-là, on se comparera jamais aux géants de la tech, c'est sûr, mais c'est vraiment cette création de valeur pour les professionnels de santé et les patients qui sont à cœur de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Puis ensuite, il y a deux autres sujets. Il y a l'exploitation de la donnée et surtout sur l'innovation. L'innovation, elle est partout, c'est une entreprise. En fonction des opportunités qu'on identifie, des besoins des patients, des professionnels de santé et des contacts qu'on peut avoir avec eux. Comment on peut faire abonder en fait cette innovation de la part de nos équipes. Alors c'est l'exemple de deux initiatives. La première initiative, c'est le programme Data Explorer que faute de calendrier, mais on l'a lancé en plein confinement, je crois le 26 avril, après juste le confinement, le 26 mars, après le confinement de l'année dernière, mais en s'appuyant sur les données clients en cours pour vraiment faire un appel à aider, identifier les use cases et développer des solutions pertinentes pour eux. Et puis également en externe, avec l'exemple d'un datathon, il y a 1 an et demi, qui nous a permis de lancer des proof of concept et de développement de solutions sur nos différentes aires thérapeutiques. Et puis le dernier enjeu que l'on a, c'est surtout, je pense qu'on a tous à cœur, on le verra avec les autres intervenants aussi, mais c'est surtout un sujet de différenciation et de proximité avec les patients et les professionnels de santé. Challenger constamment ce que nous observons, tester nos préoccupations, analyser les insights qu'on peut collecter directement avec les acteurs clés du secteur et surtout co-développer les solutions pour qu'elles soient pertinentes et encore une fois qu'elles apportent la création de valeur. Et ça peut se faire en interne, mais ça peut aussi se faire en externe. Et c'est l'exemple de partenariats. On peut avoir des startups externes. Et notamment, actuellement, on a un partenariat avec la startup WeFight, avec laquelle on collabore pour développer des chatbots qui sont appelés VIC pour les patients, pour vraiment les aider à suivre au quotidien leur état de santé, leur pathologie, et mieux les aider à leur faire comprendre ce qui affecte leur qualité de vie. Merci beaucoup Céline pour tous ces éléments sur l'acculturation d'une organisation comme Janssen, l'excellence opérationnelle. Tu l'as parlé aussi, les partenariats et puis surtout comment on se challenge en permanence de se dire est-ce qu'on répond vraiment aux besoins des patients, des professionnels de santé, comment on le teste régulièrement. Ça nous donne plein de pistes de réflexion pour la suite. Merci Céline. Merci beaucoup Céline. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cette transformation interne au sein des laboratoires, il y a un enjeu de transformer le système de santé au sens large, de favoriser une approche plus systémique et de repenser un peu la manière dont on crée et dont on pilote la valeur. Et Anne, je sais que ces sujets te sont particulièrement chers. Aussi, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Et donc, j'ai une première question pour toi. Selon toi, pourquoi et comment le système de santé peut-il adopter une approche plus systémique ? Alors, merci pour la question et bonjour à toutes et tous. Ravi d'être là avec vous, même virtuellement. On finit par s'habituer, c'est ça le problème. Bon, alors donc la question est vaste. Alors, j'ai fréquenté pas mal de secteurs dans ma vie professionnelle et je dois avouer que le secteur de la santé est de loin le plus complexe. Alors, tout le monde dit ça en général, mais néanmoins, je pense qu'il est complexe par la difficulté, on va dire, ou la criticité des sujets qui sont adressés, la multiplicité des acteurs et un maniement de la donnée qui est sans doute moins, on va dire, aisé qu'ailleurs, puisqu'encore une fois, ces données sont critiques et ces données demandent à être manipulées avec, on va dire, précaution. Et donc, cela étant, s'il y a bien un terme qui est un peu le buzzword en ce moment, écosystème, qu'on met à toutes les sauces, s'il y a bien un endroit où ce terme est juste, c'est le monde de la santé. Puisqu'en fait, en l'occurrence, on intervient et on opère dans des écosystèmes qui sont en effet déjà constitués, c'est-à-dire à proprement parler, des gens qui sont reliés entre eux, qui se connaissent au sens soit interpersonnel, soit à travers des publications ou des éléments qui sont communiqués autour, et puis évidemment des liens qui sont extrêmement forts entre des professionnels de santé et des patients et l'ensemble des professionnels de santé qui gravitent autour du patient. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que on veut rendre le système de la santé encore plus systémique et pourtant elle est hyper reliée par essence.
Et donc, un truc qui m'a frappé quand je suis rentrée dans la pharma, parce que j'ai rejoint ce secteur il y a 3 ans et demi, c'est qu'en fait, la plupart du temps, dans n'importe quel secteur, ce qui catalyse, on va dire, un écosystème, c'est ce qu'on va appeler, on va dire, le client de façon générale. Alors maintenant, on dit l'utilisateur, mais normalement, c'est le client, on va dire, celui qui va être le destinataire premier et final et qui a conscience de ce qu'il utilise. Et qui va donc, par son retour, catalyser autour de lui un système qui va mieux s'organiser pour mieux le servir. Et en fait, le grand paradoxe, je trouve, dans la santé, c'est que on en parle beaucoup, mais en fait, il est quand même pas là, le fameux patient. C'est-à-dire qu'il est, si je prends les sujets d'open innovation, par exemple, il n'est pas souvent autour de la table pour des raisons aussi éthiques. C'est pas simple d'inviter des patients à aller, au moment où ils sont en train de gérer leur maladie, à aller dialoguer autour de leur pathologie. On commence à le faire, mais c'est un peu en retard par rapport à d'autres secteurs. Donc, je pense déjà il y a un enjeu dans les mises en perspective et les collaborations ouvertes à aller travailler directement avec des utilisateurs dans le circuit hospitalier, que ce soit des soignants ou des patients. Et donc, c'est encore très peu fait. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où on va adresser des sujets particulièrement critiques, mais où l'utilisateur final, déjà, il n'a pas choisi d'être malade, donc il n'a pas choisi d'utiliser le médicament en question, si je parle pour des pathologies que Roche adresse la plupart du temps, et donc il n'a pas choisi, et le prescripteur, il prescrit. Il n'est pas client non plus. Donc, il y a des payeurs autour qui vont permettre, on va dire, la durabilité de ce système-là, mais qui également sont pas, on va dire, clients d'un écosystème. Donc, la capacité à aller l'infléchir, je pense, elle est plus difficile qu'ailleurs. Donc ça, c'est un enjeu, je pense qu'on doit prendre collectivement, et je fais écho à ce que disait Céline. 1000% d'accord avec vous. Oui, on a un rôle à jouer en tant que catalyste, les labos pharma, et ne pas laisser la place uniquement à des GAFAM qui ont déjà préempté cette place-là, on va dire, sur le côté shaker de la data ou shaker d'autres parcours. Après, j'ai envie de dire que on est sur une approche tout de même, on va se le dire, assez technicienne de la médecine en France, et de façon générale au-delà de la France. Et il y a bien un enjeu de coupe longitudinale, si je puis dire. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'avoir une prise en compte plus personnalisée du profil du patient. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir une approche avec du testing génomique, avec pour tout ce qui est oncologie. On va avoir en fait un dépistage beaucoup plus précis à l'individu pour améliorer la décision clinique et autour de cette décision clinique permettre une circulation harmonieuse, homogène de l'information médicale, de telle sorte que la prise en charge soit améliorée. Donc, on a un sujet, si vous voulez, aujourd'hui, si je reprends les sujets que Céline mettait sur la table autour de la circulation de la donnée, on a cet enjeu en tant qu'industriel aussi, de faire en sorte que la donnée médicale, qui va être plus riche, plus foisonnante et à de multiples endroits, soit fluide dans son utilisation pour, encore une fois, améliorer la prise en charge et améliorer la décision clinique. Et puis, on a un sujet aussi de l'impact médico-éco. Alors, pour reprendre un peu aussi ta question, Elsa, au départ, l'impact médico-éco, chez Roche, on a proposé quelque chose aux autorités qui est d'être financé. Vous savez que donc le système finance par la preuve clinique, si je puis dire. Donc, vous donnez la preuve clinique et ensuite, vous êtes financé par le système de sécurité sociale, pour schématiser. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est d'être financé à la performance thérapeutique. C'est-à-dire que sur des pathologies comme le cancer, on a proposé d'avoir une approche où quand on décèle grâce à la donnée qui est opérée par les professionnels de santé, on ne la dispose pas directement, mais quand on décèle qu'un traitement est en échec, on ne demande pas le remboursement. Donc, il me semble que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'industriel de renverser la table sur ces sujets systémiques et de durabilité, en fait, du financement de la santé en France. Et on sait tous que ce système est infiniment vertueux et méritant, parce qu'il est particulièrement à l'épreuve en ce moment. Et donc, c'est aussi notre responsabilité, il me semble, que de faire en sorte qu'on puisse trouver des nouvelles approches de durabilité médico-économique et financière attachée à l'innovation thérapeutique et plus large servicielle qu'on peut apporter. Elisa, je vois que... Question. Je te laisse compléter si tu allais finir quelques... Tu avais l'air... Non, d'embrayer. Non. Du coup, merci beaucoup, Anne, pour cette vision, déjà, sur justement cet écosystème de santé. Sur la partie plutôt... justement création de valeur, parce qu'on en parle beaucoup depuis le début de cet événement. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire finalement créer de la valeur
dans le système, pour le système de la santé en 2021? Alors, c'est un peu, j'ai envie de dire, il y a deux. Je vais prendre la question d'abord d'un point de vue pharma, et puis ensuite je vais l'élargir sur le système de santé. Parce qu'il me semble que c'est bien ça, justement, le pont qu'il faut qu'on fasse en ce moment. Donc, traditionnellement, le cœur business d'un pharma, c'est d'apporter de l'innovation thérapeutique sur des besoins médicaux, couverts, non couverts, d'améliorer des réponses thérapeutiques déjà existantes. Donc ça, si je puis dire, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'apporter des molécules qui vont permettre de faire reculer des pathologies aujourd'hui, on sait que c'est là qu'est l'innovation majeure pour un pharma, c'est le cœur business. Et puis, on a attaché traditionnellement, comme n'importe quelle entreprise, c'est pas lié à un pharma, une approche, on va dire, vertueuse économique et financière sur l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que on va avoir, pour caricaturer, des indicateurs financiers comme dans n'importe quelle entreprise. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est une vision totalement dépassée, à mon sens, une vision très 20e siècle. Et que ce qui est à cœur aujourd'hui et ce qu'il faut qu'on se pose, c'est justement cette notion et comment incarner, comment concrétiser cette idée de création de valeur dite systémique. Parce que c'est bien joli d'en parler, mais encore faut-il faire en sorte que cet impact qu'on veut durable, tangible, soit mesurable. Et donc, pour améliorer pour améliorer la prise en charge et avoir une estimation plus concrète de tout ça, je pense qu'il faut passer en fait d'un schéma d'indicateurs financiers économiques à des indicateurs de création de valeur qui doivent être attachés à certains endroits très précis du parcours patient. C'est-à-dire quand on dit on veut améliorer la prise en charge, très bien. Bon, on veut tous améliorer la prise en charge de façon générale, mais qu'est-ce qu'on veut améliorer concrètement dans la prise en charge? Et quel est l'indicateur qui va nous permettre de le faire? Alors, si je prends par exemple le cancer du sein, on a des indicateurs qui ne sont pas encore vraiment pilotés, même s'ils existent, sur le taux de dépistage des femmes. Mais je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on arrive à relier le taux de dépistage avec les indices, on arrive à corréler totalement ça avec les indices de réussite thérapeutique. Et puis, si je prends les éléments plus loin, si on est sur un impact sociétal, moi, je rêverais que, par exemple, sur cette même pathologie, le cancer du sein, on ait un indicateur demain qui soit beaucoup plus vaste et qui concerne la société tout entière et les femmes individuellement dedans, qui puisse être, par exemple, un indicateur qui pourrait être le taux de maintien des femmes au travail. Ça vaut aussi pour des maladies chroniques typiques sclérose en plaques, sur lesquelles, en fait, aujourd'hui, on ne prend pas en compte, on va dire, la capacité d'un système à maintenir des personnes atteintes de maladies chroniques ou potentiellement invalidantes à rester le plus longtemps et dans leur vie professionnelle et personnelle et de façon vertueuse pour la société tout entière. Donc ça, je pense que c'est devant nous et que ces indicateurs de valeur qu'on peut créer, quand on est aussi sur de l'open innovation, il y en a un que j'adore, c'est tout ce qui peut tourner autour de l'indice collaboratif dans un écosystème. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bien l'open innovation, on est tous fans de ça, on est tous en train de mettre des éléments ou des pratiques ou des approches différentes sur la table pour faire progresser des solutions qui soient co-conçues avec l'utilisateur, avec le patient au centre. Et finalement, comment on pilote et comment on se rend compte qu'on a réellement eu un impact tangible, durable et mesurable au sein d'un écosystème. Typiquement, ça peut être un indice de partenariat ou un indice collaboratif plus élevé. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et personnellement et chez Roche, qu'on pousse énormément et qu'on essaye, en écho de ce dont je parlais tout à l'heure du financement à la performance pour une molécule sur le cancer du poumon, voilà, qu'on essaye de pousser tous ensemble avec d'autres partenaires, puisque bien sûr, ce n'est pas une approche, à mon sens, qui doit être portée par un seul industriel. Merci beaucoup, Anne, pour ta vision hyper intéressante sur ces sujets de création de valeur. On va justement continuer à parler de la valeur notamment en échangeant à propos du lancement de nouveaux services avec Thibaut. Donc, Thibaut, nous sommes ravis de te recevoir aussi. Donc, je le rappelle, tu es Chief Innovation Officer chez Biogen Healthcare Solutions, où justement tu lances beaucoup de nouveaux services à destination des patients et professionnels de santé. Donc, merci beaucoup d'être là. Et une première question pour toi, justement en matière de lancement de nouveaux services et d'innovation pour les patients et les professionnels de santé, comment s'assurer qu'on choisit les bons cas d'usage et les bonnes problématiques? Merci Elisa, bonjour à tous. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais juste
rappeler un élément qui est extrêmement important dans la gestion de ce type de projets innovants et digitaux, puisqu'on est en train de parler du futur de la santé, c'est que autour de toutes les réussites qui existent dans le monde aujourd'hui sur ce type de projet, il y a un élément extrêmement important qu'on oublie parfois. On parlait du patient tout à l'heure en général, mais avant le patient, pour que ces projets puissent être successful et qu'on puisse choisir les bons use cases, il faut aussi avoir les bonnes personnes. Et donc, un élément extrêmement important, vous disiez au tout début, voilà, je suis arrivé tout seul, j'avais des moyens aussi limités, une capacité à opérer qui était celle qui était quand je suis arrivé au sein de Biogène. Mais je pense que Biogène a eu cette volonté durant ces 3-4 dernières années d'investir de manière régulière et importante dans l'innovation et dans l'innovation digitale en particulier, et de faire venir une diversité de profils extrêmement impressionnante, en particulier à Paris, mais maintenant à travers le monde, des experts du design, des experts du produit, des experts de la technologie, du marketing, enfin vraiment tous les métiers se retrouvent au sein de notre entité qui s'appelle Biogène Healthcare Solutions, et permet en fait cette création un peu comme une start-up, ce qu'on appelle en interne souvent le nucléus, c'est un peu un petit noyau indépendant mais qui est extrêmement connecté en fait au reste de l'entreprise et qui a pour objectif justement de soutenir notre capacité à innover dans le digital. Et donc les personnes que l'on choisit et que l'on fait venir doivent être passionnés par ce qu'ils font, pas seulement par l'innovation mais par résoudre les problèmes qui sont en face d'eux, puisque on va essayer de résoudre des problèmes de patients ou de professionnels de santé. On regarde quelque chose que l'on n'imagine pas, qui est en fait ce qu'on appelle souvent la customer journey ou le parcours client. Et sur ce parcours client, on va identifier en fait un certain nombre de points qui sont des points difficiles pour eux et sur lesquels peut-être on peut apporter avec toute l'humilité une aide pour apporter de la valeur. Alors, comment est-ce qu'on choisit ces use cases? Alors d'abord, comme l'a dit Anne et Céline, à un moment donné, il faut se concentrer là aussi où on peut apporter le maximum de valeur, là où les laboratoires apportent beaucoup de valeur aujourd'hui, c'est dans l'innovation thérapeutique. Et donc, quand il s'agit des sujets digitaux, il faut aussi se concentrer là où on a le plus d'expertise en interne. Donc, au sein de Biogène, on a démarré, par exemple, par la sclérose en plaques. Et on a d'abord décidé de servir, entre guillemets, et d'apporter un service aux patients atteints de cette maladie à travers le monde. Alors, on a commencé avec quelques pays, on s'est concentré sur quelques pays. Et puis, la première manière dont on a décidé, en fait, de sélectionner le projet, finalement, c'était de regarder ce parcours client et ensuite, surtout, de passer beaucoup de temps avec des patients. Donc, on disait tout à l'heure, le patient est rarement au centre. Le patient, on le voit peu. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller beaucoup à sa rencontre. Donc, on est allé en Allemagne, aux États-Unis, en France, rencontrer des patients. Enfin, je veux dire, j'en ai vu des dizaines individuellement, un certain nombre de membres de l'équipe. Et aujourd'hui, c'est le deuxième point après les gens qui est extrêmement important, c'est notre approche. L'approche, elle doit être centrée patient. Je sais qu'on en entend beaucoup parler, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression qu'on rabâche ça depuis des années. Maintenant, il faut aller à l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et donc, je pense qu'au sein de BHS, ce qu'on a réussi à faire, c'est mettre en place une approche qui intègre le patient et le professionnel de santé extrêmement régulièrement. Pas seulement au moment de la création du projet, mais tout au long du cycle de vie de cette solution digitale. Et donc, on a des équipes de design et d'expérience utilisateur, par exemple, qui aujourd'hui ont des relations avec des patients et des professionnels de santé à travers le monde, dans énormément de pays, tous les mois. Tous les mois, on parle à des patients, on teste de nouveaux prototypes, de nouvelles features, des innovations autour de nos solutions, mais aussi autour de nouveaux concepts auxquels on réfléchit avec des patients. L'année dernière, en plein Covid, on a fait, par exemple, sur une pathologie qui est une maladie rare, extrêmement rare, en France, on a fait un partenariat avec un centre hospitalier en France et on a fait plus de 76 interviews avec des patients de maladies extrêmement rares. Donc, ça veut dire que c'est possible. On l'a fait avec de la visio, on l'a fait en envoyant des choses parfois au domicile des patients. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a des process, mais il faut s'attaquer à ça parce que c'est le cœur de l'innovation. C'est modifier les processus internes pour nous permettre de faire notre travail et d'apporter de la valeur aux patients. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point extrêmement important. Et le troisième, c'est la partie opérationnelle. Elle est souvent oubliée puisqu'on parle de concept, on parle de stratégie,
Mais stratégie sans la dimension opérationnelle, bah, c'est qu'un mirage en fait. Hein. Ça fait des jolis slides, des jolies présentations, mais il n'y a rien de concret. Et donc, ce sur quoi l'équipe je pense, a développé une certaine expertise et un bras assez musclé au sein de BHS, c'est cette capacité à déployer des solutions et à opérationnaliser ces solutions dans les pays. Pour vous donner un exemple, avec Cléo, par exemple, qui est une application à destination des patients atteints de sclérose en plaques, on a commencé par 3 pays, France, Allemagne, États-Unis. Aujourd'hui, elle est présente dans plus de 15 pays à travers le monde. Elle a été téléchargée plus d'1 million de fois. On a plus de 400 ou 450 000 patients qui sont inscrits. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des chiffres concrets. Après, si on parle d'usage, on est sur un usage de plus de 40 000 patients qui l'utilisent tous les mois. Et on a un impact qui grandit dans tous les pays, mais il faut imaginer la machine de guerre, entre guillemets, opérationnelle qu'il faut pour mettre en place ça, puisque ça veut dire que nous, on est une entité globale, mais on travaille de manière extrêmement opérationnelle avec tous les pays pour déployer ces solutions qui, dans le système de santé, effectivement, a énormément de contraintes. Mais il faut les prendre comme un challenge. Je pense que Anne avait tout à fait raison sur ces points qui sont très spécifiques à notre secteur. Je pense que ce qui en fait un sujet extrêmement passionnant, c'est que c'est plus compliqué qu'ailleurs. Et en fait, ça peut, soit on se fatigue, soit on trouve que c'est un challenge effectivement assez excitant. Et ce qui est génial, c'est quand on réussit quelque chose de difficile. Après, on ne réussit pas tout non plus. Chez nous, on a des réussites, on a des choses qui réussissent moins. Mais on a cette volonté vraiment de créer des solutions avec les utilisateurs, les patients, les professionnels de santé et de les étendre avec un accès international et d'avoir du coup l'impact le plus important possible. Merci beaucoup Thibaut, tu nous as partagé beaucoup de facteurs clés de succès pour réussir à lancer et passer à l'échelle des nouveaux services à destination des patients et professionnels de santé. J'ai retenu être très proche, bien évidemment, de ces utilisateurs et être à leur contact. Aussi, bien évidemment, faire en sorte de faire évoluer la solution et de ne pas s'arrêter une fois qu'elle est lancée, mais vraiment faire un travail de, bien évidemment, la maintenir sur le temps long. Également, de devoir innover versus les contraintes qui peuvent être posées dans justement ce système qui est assez complexe, qui est pré-régulé. Il me semble qu'il y a beaucoup de contraintes justement aussi au niveau développement, qualité, développement, qualité du code, etc. Est-ce que peut-être pour conclure avant de passer aux questions, au-delà de ces facteurs clés de succès qui sont plus propres au lancement d'une solution, d'un service, est-ce que tu veux peut-être ouvrir sur le fait que ces services devront être accompagnés et d'une logique complète, de logistique, d'une mise en accès, etc. au sein du système de santé pour que vraiment elles aient l'impact souhaité? Merci Elisa. Alors, la complexité, effectivement, est de manière très humble parce que ça peut sembler être un peu facile maintenant qu'on a lancé un certain nombre de solutions, mais il faut se rappeler qu'à chaque étape en fait, de notre histoire au sein de Biogène, en fait, on passe un certain nombre de niveaux de complexité. On a démarré par des solutions qu'on appelle Digital Health, qui sont plutôt éducationnelles, à vocation de support des patients ou des professionnels de santé dans l'accès à l'information avec NeuroDiem, par exemple. Aujourd'hui, on est aussi concentré sur d'autres types de solutions, telles que des Digital Medicine Solutions, donc quelque chose qui va être plutôt orienté dans l'évaluation la mesure de l'évolution des maladies, par exemple, ou d'autres problématiques de diagnostic. Et peut-être un jour, on ira vers des solutions de digital therapeutics. Mais l'idée, c'est que du coup, on rentre sur des solutions qui sont beaucoup plus médicalisées, qui ajoutent d'autres contraintes, des contraintes complémentaires, mais qui, du coup, élèvent aussi le niveau de rigueur. On parle souvent de difficultés, effectivement, liées aux régulatory ou aux règles, on va dire, qui a trait à notre secteur. Mais on a également énormément d'opportunités face à nous qui sont en train de s'ouvrir, soit d'un point de vue juridique ou réglementaire à travers le monde. Mais aussi, il y a plein de choses qu'on peut déjà faire. Alors oui, il existe beaucoup de contraintes et ça demande des investissements qui sont importants. Ça, il ne faut pas se mentir. Je pense que souvent, on parle de concept et ce qui bloque à la réalisation aussi, une des parties importantes qui bloque à la réalisation, c'est
c'est le manque de ressources, de capacité en fait à réaliser cette vision ou cette stratégie. Mais je pense que voilà, pour BHS, on souhaite continuer dans une trajectoire avec des solutions de plus en plus médicalisées. On travaille sur un projet, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Connectome, qui est une solution qui ressemble dans certains points à une solution également développée par Roche qui s'appelle Floodlight. Et du coup, on a cette ambition de valider cette solution pour améliorer la mesure et l'évaluation en fait des symptômes qu'ont en fait les patients qui ont certains types de maladies neurologiques. On a vraiment cette vision de pouvoir mesurer l'ensemble des pathologies neurologiques, mais on commence par la sclérose en plaques et d'autres que l'on va sur lesquels on va communiquer dans certains congrès dans les prochains mois. Donc, on souhaite aider les patients avec un impact médical de plus en plus important. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi on se concentre aujourd'hui. Ça demande de nouvelles compétences aussi, que ça soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, régulatory, mais aussi scientifique. Il faut des équipes extrêmement pointues et solides pour venir enrichir en fait notre capacité à développer des solutions médicales, digitales. Mais n'oublions pas que cette solution, elle doit être effectivement accompagnée d'une intégration dans un système de soins qui va prendre du temps. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est des cycles de développement qui prennent du temps aussi. Donc, il faut d'abord démontrer les évidences et en fait l'impact de ces solutions vis-à-vis de ce qu'on cherche à mesurer, par exemple, ou ce qu'on cherche à impacter dans le système de santé. Et puis ensuite, effectivement, l'intégrer dans le système de soins. Et pour ça, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Il faut vraiment mettre en place à la fois les équipes, la structure. Et je pense qu'au travers de ces projets, quelque chose dont on a beaucoup appris de Cléo et de Neurodiem, ces solutions moins médicalisées, entre guillemets, mais à orientation d'information et de support scientifico-médical, c'est qu'il faut avoir cette capacité, en fait, à amener toute l'organisation à apporter ces solutions comme on le fait très bien pour des médicaments. Et donc, les cycles et la manière de les gérer sont finalement assez proches, avec bien sûr des spécificités qui sont que c'est des produits ou des solutions médicales digitales et que du coup, on peut utiliser souvent plus facilement d'autres canaux de manière assez naturelle. Voilà. Et si je puis me permettre, Thibaut, pour faire écho à ce que tu dis, effectivement, c'est vraiment, tu as tout souligné. C'est clair que ces enjeux sont compliqués dans la santé, et j'en rajouterai encore un, qui est celui de l'adoption, en fait. C'est-à-dire que typiquement sur la solution dont tu parlais ou d'autres, on a bien un sujet, en fait, sur même si c'est conçu en co-construction avec les utilisateurs, ça reste en fait un travail entre guillemets en chambre quand on développe n'importe quelle plateforme ou digital device pour collecter de la donnée, par exemple, et améliorer encore une fois la prise en charge. En fait, ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que cette solution soit adoptée dans un quotidien qui est plus contraint qu'ailleurs. Donc, évidemment, un quotidien de patient, c'est plus contraint qu'ailleurs, et un quotidien de médecin aussi. Et je pense que la dimension d'insight à laquelle on est tous attachés, elle est particulièrement forte en santé, et souvent on a tendance à l'oublier derrière la donnée, si je puis dire. Et je vois, on a développé une solution sur la sclérose en plaques aussi, où on a eu quelques difficultés dans l'adoption. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'avait pas pris suffisamment en compte l'utilisateur au départ, le patient. Et à un moment donné, ils nous ont dit, mais vous savez, nous, on n'a pas envie de se rappeler notre maladie tous les jours. Donc, collecter la donnée, c'est bien, mais du coup, dans le geste que vous nous demandez de faire, de colliger de la donnée, de la renseigner quelque part, on remet cette fichue et cette maladie qu'on voudrait oublier, on se la remet dans le quotidien tout le temps. Voilà. Et en fait, ça, on ne l'avait pas assez pris en compte. Donc, pour faire écho à ce que tu dis, tout à fait d'accord. Je pense que c'est le plus grand challenge qu'on a face à nous, au-delà de la solution même. Et c'est pour ça que j'ai appuyé au tout début sur le fait que c'est important de co-créer avec les patients, mais c'est surtout important de faire évoluer avec les patients. Parce qu'il faut partir du principe que quand on lance une solution, c'est presque un prototype, c'est une première version. Et en
fait, elle doit continuer d'évoluer. Parfois, elle doit s'arrêter parce que finalement, ça ne fonctionne pas. Et il faut réussir aussi à cracher des solutions suffisamment rapidement pour se concentrer sur des choses qui vont plus fonctionner et peut-être pas perdre des années parfois sur des solutions qui n'ont pas forcément d'avenir. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le challenge. Et j'ai mentionné des chiffres parfois qui peuvent sembler impressionnants, effectivement, surtout dans la sclérose en plaques sur Cléo. Vous avez vu qu'il y a une grande différence entre les downloads et bien sûr les inscriptions, mais après encore avec l'usage quotidien, on va dire, régulier. Et c'est un challenge de tous les jours, mais du coup, c'est là aussi où il faut qu'on intègre des compétences nouvelles au sein de l'industrie. Souvent, on a cette habitude, puisque un médicament, c'est pas nous finalement qui en garantissons la rétention ou l'adhérence, même si on travaille de plus en plus sur ce sujet. Mais sur les produits digitaux, c'est le challenge au quotidien. Il faut rester humble. On a beaucoup de choses à apprendre d'autres secteurs de compréhension des comportements individuels. Comment est-ce qu'on ajoute de la valeur? Et c'est là où l'intégration dans le système de soins aussi et la valorisation par les professionnels de santé de la solution, presque comme une prescription. Enfin, je veux dire, prendre un médicament tous les jours, personne n'a envie de le faire non plus. Il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais si on voit la valeur pour son médecin ou pour soi dans la gestion de sa maladie, alors peut-être un certain nombre d'entre eux seront plus à même de suivre leur maladie de manière plus proche, on va dire, et dans leur quotidien. Mais c'est le challenge de la valeur de la solution et effectivement de la rétention des utilisateurs. Thibaut, Anne, Céline, en fait, en vous écoutant parler, ce sujet de l'adoption, il fait très bien la transition. Et merci Thibaut pour ce retour d'expérience. Avec les questions qu'on a commencé à recevoir, ça suscite plusieurs questions et beaucoup d'intérêt des participants. Et j'aimerais en mélanger deux de Mélina et Maxence qui nous écoutent autour de finalement une frustration parfois des professionnels de santé qu'on a succinctement expliqué au début, de se dire j'aimerais passer du temps plus qualitatif avec mes patients, j'aimerais mieux les comprendre. Et parfois, j'ai l'impression que les solutions digitales qu'on me propose en tant que professionnel de santé ne répondent pas à ces enjeux. Donc là, on revient sur ce sujet d'adoption que vous mentionnez, mais aussi sur ce sujet culturellement de comment on accompagne les professionnels de santé d'abord à co-construire, parce que tu l'as beaucoup dit Thibaut, tu l'as répété Anne, c'est ce sujet de co-construire et pas seulement co-concevoir au début, mais co-construire tout au long du prototypage. Ma question que j'ai un peu envie de vous poser là, c'est on est face à des professionnels de santé qui sont très occupés, qui sont parfois un peu frustrés, qui ont un quotidien compliqué. Comment on s'assure de les impliquer dans ces démarches? Est-ce qu'ils y arrivent? Est-ce que vous rencontrez des obstacles qui sont de l'ordre de c'est pas forcément leur façon de travailler. En fait, comment vous travaillez avec eux, comment vous collaborez avec ces professionnels de santé pour que ça se passe bien et qu'ils en voient la valeur? Je peux peut-être démarrer un tout petit peu. Je pense que forcément, il y a des professionnels de santé qui sont plus enclins à collaborer sur ce type de projet. Je pense qu'il faut aussi un intérêt pour ce type de projet. Après, moi, je vois deux grandes catégories de professionnels de santé sur des projets de digital health. Il y a des gens qui sont extrêmement pointus scientifiquement et qui vont avoir ce souhait de participer à transformer la science avec les technologies, c'est-à-dire nous aider à créer presque la médecine de demain, the future of health, comme vous l'avez un peu intitulé. Et puis d'autres personnes qui sont beaucoup plus concrètes. C'est-à-dire que eux, c'est pas que la science, ils voient des centaines, des milliers de patients par an. Et eux, ils comprennent concrètement à quoi ça sert. Et en fait, il faut avoir ces deux typologies de professionnels de santé, par exemple, sur certaines des solutions dans l'intégration, pour avoir le côté très scientifique et médical, et puis l'autre qui est plutôt à quoi ça me sert concrètement. Comment ça m'aide, en fait, finalement, à passer moins de temps sur des choses sur lequel j'ai pas de temps, sur une des solutions sur lesquelles on travaille. Clairement, les médecins sont censés faire certains tests à des patients. Ils le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils ont 15 minutes par patient, 1 ou 2 fois par an. Ils n'ont pas le temps. Donc, du coup, il faudrait passer 45 minutes pour bien faire le test. Voilà, nous, on essaie de leur proposer une solution qui va permettre aux patients de le faire sans eux et de démontrer que les patients sont capables de le faire sans eux. Et eux, par contre, passer beaucoup plus de temps sur finalement une discussion sur l'évolution de leur prise en charge, l'évolution du choix de traitement ou de switch de traitement, ce genre de choses qui sont les sujets clés sur lesquels ils souhaitent passer du temps avec leurs patients. Je pense qu'il y a un enjeu aussi d'alignement sur de sortir de la solution et être aussi en amont sur l'intention.
Et ça fait écho à un sujet aussi, une question qui est posée dans le chat sur comment est-ce que c'est reçu, cette démarche. Et pour vous dire, parfois on va voir des centres hospitaliers, ils nous disent mais qu'est-ce que vous faites là, Roche, à vous occuper de patients? Au bout d'un moment, les patients c'est notre boulot. Et ils ont raison. Cela étant, quand on affiche avec transparence une intention qui est celle d'aller apporter de la valeur et de la rendre concrète, c'est-à-dire qu'encore une fois, améliorer le parcours de soins, ok, tout le monde améliore le parcours de soins, mais concrètement, si on prend l'exemple de la sclérose en plaques, quel morceau du parcours, sur quels items, etc. Donc typiquement, pour faire écho à ce que disait Thibaut, si on arrive en disant on a une solution pour avoir des données sur la fatigue et grâce à ces données-là, la fatigue ressentie par le patient, et grâce à ces données-là, en fait, le dialogue thérapeutique sera meilleur, il y a quand même toute chance pour se faire envoyer promener. En revanche, si aujourd'hui on cherche ensemble une corrélation potentielle entre des indicateurs reportés dans l'expérience par les patients, donc on dit des prompts, avec des éléments qui sont davantage liés à la donnée clinique qu'on appelle dans le jargon des prompts. Si on arrive à avoir un but commun de corréler ces éléments-là les uns avec les autres, alors dans ce cas-là, il y a adhésion et on dépasse, comme tu disais Thibaut, des sujets qui sont très structurant, de manque de temps et aussi de responsabilité juridique. J'ai aussi un neurologue qui m'avait dit si le patient m'envoie des données et que j'ai pas le temps de les traiter et que par malheur il arrive quelque chose à ce patient dans le laps de temps, ma responsabilité pénale est engagée. Donc c'est aussi des choses qu'on n'a pas forcément en tête et qui je trouve dans notre secteur donnent une exigence éthique et de responsabilité particulièrement importante à la dynamique d'innovation qui la rendent par ailleurs passionnante. Je crois juste pour compléter, et je suis tout à fait alignée avec ce que l'on dit Thibaut et Yann, je rajouterais une dimension de pragmatisme. Il faut être extrêmement pragmatique dans ce qu'on offre. On peut innover avec des solutions extrêmement complexes et on peut aussi innover avec des tout petits riens qui font une grosse différence. Un exemple, moi, qui m'a frappé d'une solution qu'on a mis en place très rapidement chez Janssen, je travaille avec des professionnels de santé qui m'ont dit « Moi, j'ai une peur bleue, en fait. J'ai une frayeur. C'est le moment où mon patient, les 15 minutes que j'ai à disposition de mon patient sort, il met la main sur la clenche de la porte, il ouvre la porte, et il se retourne, il fait « Au fait, docteur ». Cette phrase, elle est terrible pour moi parce que je sais que la consultation, elle démarre à ce moment-là, dans le « Au fait, docteur ». Parce que c'est là que vont arriver les vraies problématiques. Donc, comment on fait pour dénouer et préparer aussi le patient à la consultation? La fluidification du parcours de soins, elle se fait pendant le temps de prise en charge, mais elle se fait en amont aussi pour que le patient soit mieux préparé à cette interaction et à la qualité de l'interaction avec le professionnel de santé. Et il est là, et Anne l'a très bien dit, c'est quel est le point, le nœud qu'on veut résoudre avec quelque chose d'extrêmement pragmatique. Et c'est ça qui va aussi apporter de la création de valeur. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, je vois d'autres questions. Malheureusement, on va pas avoir le temps d'y répondre. En revanche, j'en vois deux particulièrement. Une sur le sujet d'acculturation des collaborateurs, une autre sur le sujet de collaboration avec d'autres types d'acteurs. Vous avez parlé de comment on met en place, comment on intègre de nouvelles compétences et de nouveaux talents dans votre industrie. Et donc, une question autour de comment on intègre aussi d'autres entreprises dans le secteur de l'assurance ou dans d'autres secteurs. On l'a vu récemment avec des collaborations. Malheureusement, on va pas avoir le temps de répondre à ces questions, mais c'est des sujets passionnants et on serait ravis de continuer à les aborder avec vous, d'échanger en dehors de cet événement. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et on vous répondra avec grand plaisir. Je tenais à tous vous remercier. D'abord, remercier nos intervenants, Céline, Anne, Thibaut, pour tous ces insights, toutes ces réponses. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et également à toutes celles et ceux qui étaient participants. On a été jusqu'à 150 participants. Donc, on est vraiment absolument ravis. C'était un sujet passionnant et merci beaucoup. On vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. À très bientôt. Merci beaucoup.